Bonjour à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Je vous propose qu'on démarre. Il est 9h36, donc on verra si d'autres personnes nous rejoignent par la suite. Donc, merci déjà d'être présent en si grand nombre ce matin pour notre webinaire qui portera sur l'achat durable de denrées alimentaires. Je vous propose déjà de bien couper vos micros. Vous pourrez prendre la parole, bien sûr, mais idéalement, soit vous nous posez les questions dans le chat, soit vous levez la main et puis on pourra vous donner la parole dès que possible. Mais en tout cas, voilà, pour les micros, on vous remercie de les garder éteints tant que vous ne prenez pas la parole. Je te laisse passer sur le sommaire, s'il te plaît. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, donc moi je vais vous présenter rapidement le GIP Maximilien avant de laisser la parole à Christiana Cobadobo, qui est stagiaire au sein du GIP Maximilien depuis quelques mois. J'ai plus forcément les chiffres en tête, mais ça fait plusieurs mois que Christiana est avec nous et que nous sommes ravis. Et donc c'est elle qui va présenter qui va animer ce webinaire. Nous aurons ensuite une intervention de Lucas Vionnet, que nous remercions beaucoup pour sa présentation, qui va donc présenter l'outil Carteco et nous proposer quelques retours d'expérience sur l'achat durable de denrées alimentaires. Et nous vous présenterons ensuite quelques outils et ressources dans le thème avant de revenir sur notre agenda de la rentrée. Et puis, bien sûr, on aura un temps d'échange, même si on vous invitera à prendre la parole entre chaque temps si vous le souhaitez et si vous avez des questions ou des remarques. Donc, pour le GIP Maximilien, je pense que beaucoup d'entre vous nous connaissent déjà, mais on préférait quand même vous en reparler. Donc, nous sommes un service public mutualisé d'administration électronique en Île-de-France et nous avons pour mission d'accompagner tous les acheteurs publics franciliens qui le souhaitent dans la dématérialisation de leurs procédures d'achat. Pour ce faire, nous proposons une vaste palette de services et notamment bien sûr un profil acheteur, mais aussi un parapheur électronique, un tiers de transmission et bien plus. Et nous vous invitons à nous contacter à l'adresse contact@maximilien.fr pour en savoir plus, pour éventuellement échanger, fixer un point avec notre équipe dédiée qui pourra vous présenter tous les outils et voir comment est-ce que ça pourrait vous être utile. Nous avons également pour mission de rendre les marchés publics accessibles aux entreprises, notamment aux TPE et PME, et nous proposons pour ce faire différents services gratuits et nous réalisons des interventions auprès de ces opérateurs. Enfin, nous avons aussi à cœur de promouvoir les achats responsables et c'est par le biais de notre pôle achat responsable que nous pouvons y contribuer. Alors, impressionne. Petit problème technique. Pas de souci. Donc, vous avez peut-être vu passer les photos très rapidement. Elles vont revenir. Nous sommes. Ouais, je veux bien que tu mettes sur les slides suivantes. Encore après, je pense. Voilà, super, merci. Donc, Louise Vidal, qui est parmi nous aujourd'hui en visio, qui est donc la chef du pôle achat responsable et également chef de projet sur tout ce qui est achat socialement responsable, et moi-même qui travaille plutôt sur le volet écologique des achats responsables. Nous sommes donc le réseau francilien des achats responsables. Nous faisons partie de l'inter-réseau de la commande publique durable. Donc, si nous sommes le réseau francilien des achats responsables, eh bien, il y a des réseaux dans tout le territoire francilien ou presque. Donc, si vous ne faites pas partie de la belle région qu'est l'Île-de-France, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre réseau régional pour en savoir plus, pour être accompagné, conseillé, etc., sur tout ce qui touche à la commande publique durable. Nous travaillons aussi, bien sûr, avec la Coordination nationale des clauses sociales. Et très simplement, nous avons un site internet sur lequel nous mettons de très nombreuses ressources à votre disposition. Donc, nous vous invitons à le visiter, à vous y perdre. Il y a beaucoup de choses, donc promenez-vous, vous allez voir. Il y a pas mal de ressources sur l'achat responsable. Donc, on va retrouver des ressources typiquement sur le social, d'autres plutôt sur l'environnement, d'autres qui vont être plutôt transverses avec la cyclo-logistique, la santé environnementale. On a aussi des fiches sur les incontournables de l'achat responsable qui peuvent être accessibles Enfin, ça va être un premier niveau, mais on a fait en sorte quand même que ça soit utile aussi à des acheteurs un peu plus expérimentés.
Nous avons de nombreuses boîtes à outils disponibles et notamment sur la prise en compte de l'économie circulaire dans les marchés publics. Donc, nous avons une boîte à outils économie circulaire de manière assez large et des boîtes à outils plus thématiques, encore une fois sur l'économie circulaire, qui traiteront du bâtiment et des travaux publics, des vêtements de travail et équipements de protection individuelle, du mobilier et des fournitures de bureau et des équipements électriques et électroniques. Nous mettons aussi à disposition une lettre d'information. Si vous souhaitez la recevoir, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse achat-responsable au pluriel @maximilien.fr. C'est une lettre qu'on envoie tous les mois ou tous les 2 mois avec des actus, des outils et bien sûr une rubrique agenda pour ne pas rater nos événements à venir. Et puis, nous mettons à disposition 2 guichets, donc le guichet régional des clauses sociales et le guichet vert. Donc, Christiana, je veux bien que tu passes à la slide suivante, s'il te plaît, pour qu'on... Donc, le guichet régional des clauses sociales fait partie de notre mission d'appui au développement des clauses sociales, qui est donc pilotée par Louise Vidal. C'est une mission qui nous a été confiée depuis 2016 par la Driette Île-de-France et qui a pour objet de développer tout l'écosystème de la clause sociale avec notamment des actions de sensibilisation à destination des acheteurs publics, avec des observatoires pour réaliser un suivi des clauses. Et bien sûr, nous faisons aussi de la mise en relation entre les différents acteurs, donc les acheteurs, les facilitateurs, mais aussi les structures de l'ESS. Toutes les ressources qui sont développées dans le cadre de cette mission, mais aussi notre guichet régional des clauses sociales, sont gratuitement à votre disposition, que vous soyez ou non adhérent au GIP Maximilien. Ensuite, sur le volet environnemental, nous avons donc le guichet vert, qui est un service de premier niveau pour vous conseiller dans l'intégration de considérations environnementales dans vos marchés publics. Là encore, c'est gratuit, c'est pour toutes les structures qui sont soumises au code de la commande publique, que vous soyez ou non adhérent au GIP Maximilien. Et c'est un service qui existe aussi dans les autres régions, bien sûr. Comme je vous parlais tout à l'heure des autres réseaux qui font partie de l'interréseau, vous avez donc, même si vous n'êtes pas en Île-de-France, probablement un réseau qui peut vous accompagner via le guichet vert. Je fais une petite parenthèse aussi pour vous rappeler ou vous informer que le présent webinaire a pour objet de vous présenter une fiche sur les denrées alimentaires, donc, qui vient dans le cadre d'une série de fiches qui sont portées par le guichet vert. Donc, on les a appelées les conseils du guichet vert. Elles sont publiées depuis début juin, voire mi-mai, sur LinkedIn, mais aussi sur notre site internet. Et donc, tous les mardis, nous publions une fiche sur un segment d'achat particulier en lien avec des questions que nous avons reçues dans le cadre du guichet vert. Et donc, on présente les conseils qu'on a dispensés à l'acheteur qui nous a sollicité. Donc, ce sont des fiches que vous pouvez retrouver sur LinkedIn, sur notre site internet. Aujourd'hui, on vous présente la fiche sur les denrées alimentaires qui sera publiée demain, à moins que nos échanges nous amènent à faire de grosses modifications, mais a priori, notre fiche est prête pour publication. Et ce sera la dernière du semestre, mais nous reprendrons à la rentrée la publication d'autres fiches des conseils du guichet vert. Je termine avec l'offre achat responsable qui vient compléter notre offre gratuite. Donc, nous avons développé un service d'accompagnement pour la réalisation d'un spazer ou de tout autre document type charte, etc. Donc, si vous n'êtes pas soumis à l'obligation d'adopter un spazer, pas de souci, on peut quand même vous accompagner dans la réalisation d'un document qui viendra cadrer votre politique achat responsable. C'est un accompagnement qui est ponctué de 5 temps d'échange avec vous. Et bon, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. À nouveau, je vous ai remis l'adresse achat-responsable@maximilien.fr. Donc, vous pouvez nous contacter pour qu'on échange, pour qu'on vous envoie un devis. Et pareil pour nos autres accompagnements. Donc, on a des ateliers de montée en compétences. Ces ateliers ont un format standard d'une demi-journée où on vous présentera la réglementation, commande publique responsable, mais aussi faire un focus sur les 3 dimensions du développement durable, donc environnemental, social et économique. Et on fera bien sûr des focus sur certains segments d'achat.
C'est un format standard, mais si vous avez des besoins particuliers, exclusivement sur le social, exclusivement sur l'environnement, des formats peut-être sur une journée avec des études de cas, des travaux de groupe, on est bien sûr à votre disposition pour échanger à ce sujet et proposer des ateliers qui répondront à vos besoins. Et je termine avec la fresque des achats publics durables. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est un outil qui a été développé par le réseau RESOC en Occitanie. Donc c'est une fresque qui, un peu comme la fresque du climat pour celles et ceux qui l'auraient déjà suivi, reprend. Donc c'est un outil, disons, de sensibilisation qui est ludique, qui est participatif. C'est vraiment très agréable de travailler sur cette matière que la commande publique responsable de manière assez ludique et en groupe. Donc nous proposons des sessions à la rentrée et on vous redonnera les dates en fin de webinaire. Et puis, on peut bien sûr faire aussi des interventions au sein de vos structures. Et pour ce faire, on vous invite à nous contacter, encore une fois. Je vais laisser donc la parole à Christiana. Alors, si ce n'est que nous avons une personne qui lève la main, donc on va peut-être vous laisser la parole avant d'enchaîner. Donc, c'est Alain Sangrigoli. Je vous laisse prendre la parole si vous le souhaitez. Alors, si vous ne prenez pas la parole, c'est peut-être que vous avez fait une erreur en cliquant. Donc, n'hésitez pas, faites-nous signe si vous voulez prendre la parole, mais du coup, je propose qu'on enchaîne. Et donc, je laisse la parole à Christiana Covadobo, qui va vous parler de l'achat durable de denrées alimentaires. Merci Annelle pour la parole. Bonjour à tous. Alors, je vais prendre la parole pour vous présenter un peu l'achat durable de denrées alimentaires. Donc, c'est un sujet qui mobilise de grands enjeux, tant sur le plan environnemental que sur le plan social. Donc, l'objet en fait de ce webinaire, c'est de vous présenter, comme Annelle l'a dit, une fiche établie par le guichet vert, qui va vous présenter un peu plus en détail l'achat durable de denrées alimentaires. Donc, que vous disposez déjà d'une expérience un peu plus poussée ou que vous soyez vraiment sur une phase d'établissement de vos pratiques en matière d'achat durable de denrées alimentaires, CETU va vraiment vous aider à revoir les essentiels et à vous donner quelques billes pour pouvoir vous diriger et vous guider. Donc, avant de lancer un marché de denrées alimentaires, le bon réflexe, donc l'un des premiers réflexes, ce serait d'abord de réfléchir aux impacts environnementaux que ce marché aura. Donc, il faut d'abord s'interroger sur ces impacts. On va vous présenter un peu les principaux points. Donc, à savoir que les denrées alimentaires, un produit agricole, alimentaire, dans son cycle de vie, il y a différentes étapes. Il y a la production agricole, il y a le transport de marchandises, il y a d'autres productions qui, eux, auront un coût un peu plus faible en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on voit ici que la production agricole émet majoritairement de gaz à effet de serre, donc qui ont un pouvoir de réchauffement global qui est très élevé. Donc, les gaz qui sont émis lors de la production agricole sont le méthane et le protoxyde d'azote. La production agricole est responsable de 67% des émissions de gaz à effet de serre, contrairement au transport, du coup, qui lui sera responsable de 19% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il est très important de réfléchir aux différentes étapes afin de pouvoir agir stratégiquement, parce que certes, l'achat public est un achat, mais c'est un achat aussi qui est stratégique. Donc, il faut réfléchir aux différents leviers et aux différentes étapes sur lesquelles vous allez agir, tout simplement. Donc, il faut réfléchir également à comment agir. Donc, au-delà des considérations environnementales qui seront présentées au fil de la fiche, il est également possible pour l'acheteur de réfléchir à une approche qui est un peu plus globale de sobriété. Donc, cela peut notamment passer par la réduction de la part des produits carnés dans les menus. Cela peut également passer par l'intégration d'une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire ou encore un rapprochement auprès de la Chambre d'agriculture régionale dans l'option de participer à la structuration des filières. Donc, tous ces différents leviers doivent être étudiés par l'acheteur public lorsqu'il lance un marché de denrées alimentaires de plus, s'il veut que ce marché soit durable. Donc, il y a plusieurs leviers qui vont s'offrir à lui. Le premier levier va d'abord être sur les spécifications techniques. Donc, il va réfléchir aux spécifications techniques, qu'est-ce qu'il peut y mettre. Donc, il peut réfléchir tout d'abord à une spécification technique qui va concerner les produits durables et de qualité. Donc, pour ça, là, on a la chance d'avoir beaucoup de réglementations dessus. On ne peut pas le dire pour, du coup, tous les domaines qui concernent l'achat public durable. Mais pour les denrées alimentaires, il y a un grand panel de réglementations, donc notamment la loi Egalim que je ne présente plus,
et la loi climat et résilience. Donc, la loi Egalim, elle, va imposer 50% de produits durables et 20% de produits issus de l'agriculture biologique, donc dans le montant total hors taxe du marché. Donc, la résilience va venir, elle, renforcer ces exigences et elle va d'abord ajouter les produits issus du commerce équitable dans la liste des produits durables. Elle va également porter à 60% la part de produits durables pour le poisson et la viande. Et elle va également établir l'obligation de proposer au moins un menu végétarien hebdomadaire quotidien pour les cantines de l'État et des universités. Donc, toutes ces obligations-là seront reprises dans le Code rural et de la pêche maritime, donc à l'article L 230-5-1. Et il est également conseillé à l'acheteur de prendre en compte les labels environnementaux. Donc, ce sont les labels qui sont référencés dans la loi Egalim. Donc, pour ces labels, il est important pour l'acheteur de savoir qu'il ne veut pas juste imposer la détention d'un label ou le respect d'une norme, mais il faut qu'il précise bien que tout équivalent va être accepté. Donc, c'est tout équivalent qui va respecter le cahier des charges du label et vérifier ensuite, après la fourniture de preuves de ce respect par le soumissionnaire, que ce label va vraiment respecter ces exigences-là. Donc, il peut également agir sur un deuxième levier qui, lui, va porter sur la saisonnalité des produits. Donc, cet article toujours L 230-5-1, donc vous l'avez compris, c'est un article de référence auquel vous pourrez vous référencer à chaque fois. Donc, cet article L 230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime vient inviter les personnes morales de droit public, donc en charge de restaurants collectifs, à prendre en compte en premier lieu les conditions de fraîcheur et en second lieu la nécessité de respecter la saisonnalité. Donc, de respecter la saisonnalité. Alors, il faut bien respecter, c'est juste une invitation, mais c'est aussi bien parce que ça permet à l'acheteur de demander des produits qui sont frais et des produits qui seront déjà respectueux de la saisonnalité. Donc, c'est un levier sur lequel vous pouvez agir et c'est un levier important, c'est une possibilité qui vous est laissée, donc n'hésitez pas à vous en saisir. Donc, il y a un point de vigilance très important qui est également fait sur le localisme. L'acheteur, c'est bien tentant, bien évidemment, pour l'acheteur de pratiquer le localisme, donc de favoriser les producteurs locaux explicitement, mais c'est un point de vigilance qui est aussi très important, bien que ça soit tentant. À ce titre, l'acheteur qui soit lancé un marché de denrées alimentaires durables ne pourra pas exiger la fourniture de produits locaux, car favoriser un producteur en fonction de sa localisation géographique sera prohibé. Donc, c'est une pratique qui est prohibée par les règles de la commande publique. Donc, il faut vraiment en tenir compte. Contrairement à certaines croyances, un produit local n'est pas nécessairement plus responsable d'un point de vue environnemental, car en effet, un exploitant local peut tout à fait recourir à des intrants chimiques de synthèse polluant notamment l'eau, le sol et l'air. Le localisme aussi répond principalement à la question du transport, et on l'a vu du coup dans les impacts environnementaux que le transport, lui, c'est vraiment représente 19% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il faut agir stratégiquement. Est-ce que c'est vraiment sur ce point-là que vous allez porter votre action? Donc, il faut réfléchir à ça également. Il y a aussi un levier à privilégier. Donc, au lieu de privilégier le localisme, le levier à privilégier, ce serait le circuit court. Donc, l'acheteur peut privilégier le circuit court qui caractérise un achat où l'on compte au maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Donc, les achats en circuit court ne sont donc pas forcément des achats qui sont locaux. Donc, c'est à préciser. Donc, s'ils n'induisent pas automatiquement une réduction des distances parcourues, ils permettent en théorie une meilleure rémunération des producteurs. Donc, ça, c'est très important. C'est un levier à envisager. Donc, plutôt que de s'orienter vers le localisme, l'acheteur pourra se tourner vers le circuit court, qui est fortement encouragé, notamment par cet article précisé, donc l'article L 230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime, qui dispose qu'il faut encourager le développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture dans le respect des règles de la commande publique. Donc, l'acheteur peut également agir sur les conditions d'exécution et notamment se concentrer sur le transport et sur l'emballage. Donc, pour le transport, l'acheteur peut insérer une condition d'exécution qui va porter sur les transports et insérer une clause relative au recours à des modes de transport qui, eux, sont peu polluants et réfléchir également à l'optimisation des livraisons. Donc, pour ce faire, l'acheteur pourra s'inspirer d'une clause qui est rédigée par la ville de Paris et qui sera également présente sur le support. Donc, il est aussi possible d'inciter le recours à des transporteurs qui sont engagés dans un programme de réduction de leurs émissions de carbone, tel que le programme EVE, et des transports formés à l'éco-conduite. Donc, le transport, c'est vraiment un levier important que vous pouvez
sur lequel vous pourrez vous concentrer, notamment pour les conditions d'exécution. Vous pouvez également envisager la question des emballages. Donc, pour cela, inviter à la réduction et la suppression des emballages. Donc, privilégier les emballages qui sont réutilisables et recyclables dans la mesure du possible. Il faut également lutter contre le suremballage et pour lutter pour la réduction ou la suppression des plastiques. Donc, plutôt privilégier les emballages en verre, les emballages en carton, en tout cas dans la mesure du possible. Et éventuellement demander aux titulaires de récupérer les emballages en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage. Donc, dans le cadre de son sourcing, l'acheteur est encouragé également à se renseigner sur les capacités des petits producteurs en matière de livraison. Ceux-ci peuvent ne pas disposer de véhicules propres. Donc, une telle clause pourrait limiter leur accès au marché. Donc, c'est un point également à prendre en compte lorsque vous voulez vous attaquer du coup au point sur l'emballage. Donc, l'acheteur peut également réfléchir à l'économie sociale et solidaire. Pour cela, il peut penser à la réservation de marché. Donc, de nombreuses structures de l'économie sociale et solidaire proposent une offre de fourniture de denrées alimentaires. Donc, les coopératives agricoles, les structures du secteur protégé adapté, de l'insertion. Donc, il peut donc être pertinent de réserver un lot à des structures inclusives. Donc, pour identifier ces structures qui seront en mesure de vous répondre, vous pouvez vous rendre sur le marché de l'inclusion ou bien évidemment sur Carteco, qui est l'outil qui vous sera présenté par la suite. Vous pouvez également agir sur un autre levier très important, qui est celui des critères de jugement des offres. Pour cela, vous pouvez insérer comme critère de jugement le taux de produit respectant les exigences d'un label ou tout équivalent allant plus loin que les exigences de la loi Egalim, car bien évidemment, c'est des minimums qui sont posés par la loi Egalim. Vous êtes invité à toujours chercher à aller plus loin dans la mesure du possible et ce sera toujours valorisé. Vous pouvez également insérer un critère qui, lui, va porter sur le taux d'emballage comprenant des matières recyclées. Également, vous insérez une clause limitant l'utilisation des emballages et également une clause qui va concerner la valorisation des déchets. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs leviers qui sont disponibles pour les acheteurs. D'abord, les spécifications techniques, ensuite les conditions d'exécution et ensuite, après, les critères de jugement. Donc, c'est plusieurs leviers qui vous sont offerts, qui sont juridiques et qui vous sont offerts. Donc, réfléchissez bien à ces leviers-là et bien évidemment, restez très, très, très vigilant sur certaines pratiques, notamment sur le localisme et pensez bien évidemment à la réservation des marchés, les structures inclusives. Et je laisse donc la parole à Lucas Jumet qui va vous présenter l'outil Carteco. Bonjour, merci. Je veux bien l'autorisation de partager mon écran. Oui, je départage le mien. Parfait, merci. Ok. Bonjour à tout le monde. Du coup, je m'appelle Lucas Jeunet. Je travaille à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. En un mot, la CRES, du coup, c'est un réseau associatif dont la mission, c'est de représenter les structures de l'ESS qui adhèrent à notre association, du coup, et qui forment la gouvernance. On a une petite particularité, c'est que nos missions sont en partie définies par la loi de 2014, du coup, qui définit et reconnaît l'ESS. Et elle reconnaît notamment les CRES comme en fait les représentants de celles-ci à l'échelle des territoires, donc échelle régionale, avec comme mission de contribuer à leur développement et à leur représentation. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on vient parler à qui veut bien l'entendre de l'ESS et de son rôle, notamment dans les politiques publiques, notamment les politiques publiques de transition écologique ou d'alimentation. Donc, ça prend la forme de différentes actions, typiquement des actions de valorisation de leur offre, un peu à l'image de Carteco que je vais vous présenter. Aussi de développement économique, on organise assez régulièrement avec Maximilien des événements de rencontres en fait, entre acheteurs et structures de l'ESS. Et puis, on a aussi des missions d'observation avec notamment un observatoire qui publie des études et puis qui fait remonter de la donnée sur qu'est-ce que représente l'ESS sur un territoire en termes d'emploi, en termes d'activité, en termes de santé économique et ce genre de choses. Les CRES sont présentes dans chaque région et on est nous-mêmes adhérents du coup de ESS France, qui est le réseau national de l'ESS. Et c'est ensemble qu'on a développé du coup cet outil, Carteco, qui est la carte collaborative des structures de l'ESS qui font la transition écologique. J'insiste sur ces deux points, puisque du coup on est en charge de la modération. Donc sur Carteco, pour deux critères pour y figurer, aide de l'ESS, donc correspondre en fait aux différents statuts de la loi qui représente l'ESS, et faire de la transition écologique. Notamment dans le secteur de l'alimentation, il peut y avoir beaucoup de structures de l'ESS
qui pour le coup ne font pas partie de la transition écologique, qui ont des pratiques agricoles, mais pas forcément qui s'inscrivent dans une dynamique de transition écologique. Parfois, la frontière entre les deux est un peu floue, mais du coup, c'est nous, en tant que réseau, qui arbitrons, entre guillemets, avec notamment tout l'aspect label qui peut permettre de trancher de manière un peu plus objective sur ces sujets-là. Alors, carte éco, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une carte, comme son nom l'indique. Une carte à l'échelle de la France, y compris les Outre-mer pour le coup. Et dessus, vous retrouvez en fait les structures de l'ESS qui sont référencées. Vous voyez sur la gauche, du coup, il y a plusieurs secteurs d'activité. Le premier, le plus historique sur carte éco, c'était gestion des ressources et déchets, qui est du coup celui sur lequel vous retrouvez le plus de structures. D'une part, parce que c'est une filière sur laquelle les structures de l'ESS sont assez emblématiques et assez représentées. Et ensuite, c'est arrivé à agriculture et alimentation durable, où là, pareil, ce champ-là est arrivé fin 2022, et du coup, commence à être assez bien alimenté. Normalement, vous avez plusieurs centaines de structures qui sont référencées. Plus récemment, sont arrivées d'autres filières, notamment bâtiment durable, mobilité responsable, et cette année, éducation et protection de la nature, et accompagner la transformation. Numérique responsable est arrivé il y a quelques semaines, et du coup, est moins alimenté, mais ça permet aussi un peu d'illustrer en fait la dynamique de la carte et comment elle s'alimente au fur et à mesure. Justement, comment elle s'alimente? Carte Eco, c'est une carte collaborative, c'est-à-dire qu'il y a une dimension d'auto-référencement des structures qui viennent en fait renseigner leurs activités, ce qui permet d'avoir une donnée assez qualifiée lorsqu'elles le font. Ça peut aussi être leurs partenaires, collectivités, institutions, et ça va aussi être évidemment les réseaux de l'ESS, notamment nous, puisque nous animons la carte. Donc, vous pouvez avoir des données assez qualifiées, notamment lorsque les structures le renseignent, et relativement actualisées, puisqu'on essaye de mettre à jour cette donnée assez régulièrement. Lorsqu'une structure se renseigne, après, vous pouvez voir sur la droite du coup du screen à quoi ressemble une fiche structure. Vous avez une petite description de l'activité de la structure, son statut, est-ce qu'elle pratique de l'insertion professionnelle ou pas, enfin voilà, il y a les petits logos qui permettent, le contact, l'adresse, et ensuite vous avez la liste des activités qu'elle fait. Et du coup, vous pouvez voir à peu près comme ça comment cela ressort. Pourquoi on a déployé Carteco? Il y avait plusieurs usages en fait, et notamment ça dépend qui s'en empare et qui l'utilise. Pour les collectivités, évidemment, ça permet de connaître les structures de l'ESS de leur territoire et notamment leurs activités. Puis ceci de manière assez fine parce qu'il y a un vrai travail de qualification des champs pour qu'en fait ce soit utile et en même temps assez ergonomique et qu'on ne se perde pas non plus dans 10 000 champs trop fins. Donc la carte a été vraiment pensée en ce sens et en fait ça permet d'avoir plusieurs usages. Le premier justement qui nous réunit un peu aujourd'hui, c'est notamment d'appuyer les ASER en permettant en fait d'identifier les activités des structures et je reviendrai après, ça permet aussi d'identifier leur positionnement par rapport au marché public. Mais l'idée, c'est vraiment un outil en fait, pour venir appuyer le sourcing, voir ce qui existe sur un territoire, voir ce qui n'existe pas trop loin, et du coup faciliter un peu les dynamiques de coopération qui pourraient se mettre en place. Ça peut aussi servir à des enjeux de diagnostic territoriaux, notamment parce qu'en back-office, donc qui ne sont pas visibles, qui sont de la donnée confidentielle, on peut avoir des informations assez fines sur en fait, combien de TP représente une structure, depuis quand elle a été créée, quel est son dernier chiffre d'affaires, est-ce qu'elle a combien de salariés elle en a insertion éventuellement. Parfois, sur les activités même qui s'y prêtent, on peut avoir les tonnages, soit de production, non, on n'est pas allé jusque-là parce que c'est trop saisonnier, mais par exemple, sur la gestion des ressources, on peut avoir les tonnages collectés sur certains déchets ou ce genre de choses. Donc, ça peut permettre d'aller vraiment sur des enjeux d'observation assez fins. Par contre, ça demande une donnée de qualité, et ça, c'est l'enjeu de la cartographie, puis de toutes les cartographies. Donc, il peut y avoir des réalités assez différentes selon les dynamiques. Et puis, ça sert aussi pour qui veut bien travailler avec l'ESS, donc les institutions régionales qui, pareil, peuvent avoir une meilleure idée de à quoi correspond l'ESS sur leur territoire. Et les réseaux pour venir alimenter nos dimensions de plaidoyer avec des données un peu chiffrées et puis appuyer l'animation de ces acteurs parce que de la même manière, dans les données confidentielles, on peut aussi avoir les contacts qualifiés des structures, ce qui permet de les solliciter plus facilement ou de relayer vos appels à projets beaucoup plus facilement en les relayant directement, en fait, typiquement au chargé de développement qui viendra répondre ensuite au marché public ou ce genre de choses. Et pour les entreprises, l'idée, c'est aussi de pouvoir, d'une part, avoir leur offre qui est valorisée, et puis d'autre part, c'était vraiment l'idée aussi de favoriser les coopérations en leur permettant en fait, d'identifier qui existe, pas forcément sur leur territoire, ailleurs ou à côté, et avec qui elles pourraient travailler. Sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, justement, agriculture et alimentation durable,
Donc en 2022, on a travaillé avec les réseaux de l'ESS et notamment des structures de territoire aussi, les champs de qualification de la cartographie, avec deux ambitions, que ce soit suffisamment fin pour que ce soit pertinent et utile pour des professionnels, et en même temps suffisamment ergonomique pour pas s'y perdre et qu'en fait ce soit un usage assez facilité. Du coup, de ça, il en est ressorti quand même plus de 300 champs de qualification. Donc des champs généralistes, type les données de la structure, l'adresse, ce genre de choses. Et du coup, des champs aussi que vous voyez sur votre gauche d'activités. Donc, quelle activité font les structures de l'ESS de l'alimentation. Donc, l'idée, c'était de balayer la chaîne de valeur et voir à quel moment les structures se positionnaient. Sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, du coup, ça va principalement être production durable, puisque c'est eux qui vont pouvoir approvisionner vos restaurations collectives. On peut d'ailleurs avoir dans l'onglet restauration quelques structures qui font de la restauration collective en elles-mêmes, mais là, c'est la gestion de l'activité en propre, c'est pas forcément uniquement l'approvisionnement. Donc, ce qui vous intéresse le plus, je pense, pour votre sourcing, c'est la ligne production durable. Et là, vous avez les différents produits qui peuvent être produits par les structures de l'ESS. En Ile-de-France, on est principalement sur la production de produits végétaux, notamment légumes et fruits, aussi des plantes aromatiques, là un peu à l'image de Culticine qui sert d'illustration. Donc c'est principalement ça, les structures de l'ESS francilienne, ce qu'elles produisent. Il peut y avoir d'autres choses à la marge, mais dans l'idée, si vous cochez, ça va principalement être là-dessus. Et vous pouvez voir en dessous aussi dans démarches engagées et labels, les labels et les démarches engagées auxquelles se réfère la structure. Alors pareil, ça va principalement être l'agriculture biologique en général. C'est plutôt vers ça que vont les structures. D'ailleurs, beaucoup d'autres labels sont plus pour des produits d'origine animaux, ce qui est un peu moins en Île-de-France ou céréaliers. Donc, mais voilà, ça permet aussi du coup d'identifier un peu ça vous permet de filtrer en fait et de sourcer directement les produits que vous voudriez avoir et leur qualification en termes de label ou de démarche engagée en tout cas. On en est où aujourd'hui de carte éco? C'est plus de quasiment 5000 structures référencées en France, donc avec les différentes CRES qui l'animent, sachant qu'il peut y avoir des réalités territoriales assez différentes en fonction des enjeux des CRES. Certaines s'en sont fortement parées, d'autres un peu moins. Et du coup, vous allez avoir une qualité de la donnée qui peut changer d'une région à l'autre, mais il y a toujours cet aspect quand même national de la carte, 5000 structures référencées. En Ile-de-France, nous, c'est 576. Et du coup, j'ai plus le chiffre là, mais c'est plus d'une centaine de minimum de structures de l'alimentation qui sont référencées. On a à peu près 500 visiteurs uniques par semaine, sachant que du coup, comme on a accès aux horaires de connexion, c'est principalement en semaine sur les plages de travail. Donc, on est quand même sur un usage professionnel de carte éco. Et c'est vraiment des professionnels qui viennent s'en servir et s'approprier la carte pour sourcer des structures qui existent ou pour valoriser leurs propres offres en tant que structure de l'ESS et voir un peu ce qu'il est possible de faire sur les territoires. Un petit focus sur un nouveau module qui est arrivé sur Carteco dans l'année précédente. Alors, ça a été à l'origine de la CRES Occitanie qui, eux, s'en sont fortement emparés parce qu'ils avaient des actions dédiées sur l'accompagnement au marché public. Et du coup, en ce sens, ils avaient besoin de ce module. Nous, en Ile-de-France, on ne se l'est pas approprié, on ne l'a pas renseigné nous-mêmes, donc il y a peu de données renseignées dessus. Par contre, la donnée qui est renseignée dessus, c'est les structures qui l'ont elles-mêmes référencée. Donc, elle est a priori relativement fiable, a priori. Et du coup, vous pouvez aussi totalement vous en emparer. L'idée, c'était que les structures puissent se positionner par rapport au marché, notamment public. Est-ce qu'elles souhaitent y répondre, oui ou non? Est-ce qu'elles y ont déjà répondu? Est-ce qu'elles ont déjà répondu en groupement ou seules? Et est-ce qu'elles souhaitent être accompagnées sur ces sujets-là? Donc, nous, on s'en est peu emparé parce qu'on avait moins de sujets typiquement que la classe vaccinée dessus. Par contre, comme la carte est collaborative, et je reviendrai dessus après, vous pouvez totalement vous emparer vous-même de ce module-là pour le renseigner et en fait avoir entre guillemets, un outil un peu de suivi des structures qui souhaiteraient répondre à des marchés, où elles en sont, est-ce qu'elles souhaitent répondre en groupement. Et du coup, vous créez un peu une dynamique comme ça sur vos territoires pour les structures qui sont parfois éloignées des marchés publics en leur disant, regarde, il y en a qui sont prêtes à répondre en groupement ou être accompagnées, on peut mettre en place une dynamique collective sur ces sujets. Et justement, c'est un peu ce que je disais, c'est vraiment une carte collaborative qui du coup est ouverte à l'ensemble des usagers, mais qui est aussi ouverte pour la contribution de l'ensemble des usagers. Sur la carte, vous avez un petit bouton en haut, ajouter une structure de l'ESS, et en fait, c'est via cette entrée-là que vous pouvez renseigner les structures qui seraient manquantes, parce qu'on n'est pas du tout à l'exhaustivité, il y a beaucoup de structures de l'ESS. Sur certaines filières, sur certaines activités, on a quand même beaucoup de données, mais il peut y avoir des manquements ou du renouvellement de structure, donc vous pouvez mettre à jour en fait la donnée comme ça. Et ça vous permet aussi d'avoir cet outil un peu de suivi de l'existant, d'y contribuer.
et de contribuer en fait à ce commun de la transition écologique quelque part, ce qui est cette carte collaborative. Donc, vous pouvez soit ajouter de nouvelles structures, soit aussi mettre à jour des structures déjà référencées, qui auraient changé d'activité, qui auraient déménagé, qui auraient ouvert en fait typiquement une nouvelle ligne d'activité ou ce genre de choses, en mettant à jour. Et évidemment, toutes ces données-là sont modérées par les CRES pour s'assurer en fait que ce soit à peu près des justes données. Donc, vous pouvez totalement vous emparer de l'outil en ce sens. D'autant plus qu'en fait, on est vraiment dans un parti pris d'open data et qu'en fait, c'est des données qui viennent alimenter d'autres cartographies, notamment la base de données internationale OpenStreetMap. On peut avoir des données qui viennent d'OpenStreetMap et qui viennent renseigner des structures. Typiquement, si vous vous baladez un peu sur la carte, s'il y a des structures qui sont peu renseignées, qui ont peu de champs d'activité renseignés, bah, c'est probablement des données qui viennent d'ici. Donc, ça a le mérite de nous dire qu'on sait que cette structure existe, on peut aller voir après. Et juste, on n'a pas encore eu le temps du coup, de renseigner plus la donnée. Et à l'inversement, ben, nous, on vient aussi alimenter OpenStreetMap avec nos données. Et l'idée, c'est de pouvoir permettre ce partage de données, notamment puisqu'on l'outil est développé via GoGoCarto, qui est l'outil en fait qui permet de créer des annuaires collaboratifs. Il peut y avoir plusieurs autres cartographies qui existent avec des périmètres un peu différents, mais qui peuvent se regrouper. Et données peuvent communiquer ensemble pour en fait renseigner mutuellement et collaborer en fait sur ce sujet de mise à disposition de la donnée, notamment sur le sujet de transition écologique. Et justement, là-dessus, sur Carteco, il y a une perspective, c'est qu'en fait, on peut mettre à disposition les données. En fait, on peut faire une incrustation de Carteco sur un territoire ou même sur une filière spécifique. L'exemple serait, vous souhaitez avoir la carte des structures de l'ESS de l'alimentation de votre territoire. Carteco permet de renseigner ça, mais à l'échelle nationale. Eh bien, on peut faire une incrustation de Carteco sur votre site internet à l'échelle de votre territoire. Et les données qui seraient renseignées sur votre site internet viennent également se renseigner sur Carteco, et les données renseignées sur Carteco viennent renseigner celles sur votre site internet. Donc ça permet en fait justement de mutualiser la donnée, pour les structures, d'avoir une seule base d'entrée qui est quand même plus simple parce que ça peut être une chose où les outils ont tendance à se démultiplier et peut avoir de plus en plus d'enjeux de référencement. Et en fait, ça permet du coup à chacun d'avoir sa cartographie qui correspond à son champ de données, à son besoin spécifique. C'est plus complexe, donc ça c'est très facile de mettre une extraction de carte éco et un zoom dessus. C'est plus complexe, mais c'est aussi possible de faire des cartographies mutualisées si elles sont développées sur GoGoCarto et qui auraient du coup des champs d'activité différents, plus spécifiques, par exemple plus fins, parce qu'avec un usage beaucoup plus professionnel, une expertise beaucoup plus fine. Et en fait, il y aurait un enjeu à recouper les données, à se mettre en place. Mais l'idée à retenir, c'est que c'est totalement possible de travailler ensemble, soit pour avoir un zoom de carte éco, soit sur des cartographies de ce type-là, ensemble. Alors, ce projet, il est soutenu par plusieurs partenaires financiers et aussi opérationnels et techniques. Et puis, grosso modo, voilà sur carte éco. Après, je vais vous faire un petit retour d'expérience, un peu des typologies de projets qui peuvent exister, c'est-à-dire qui seraient en mesure de vous fournir des fruits et légumes en tant que structure de l'ESS. Je ne sais pas si j'enchaîne de suite là-dessus ou pas. Oui, oui, bien sûr, hein, merci Lucas, tu peux. Ok. Pour le dire vite, attendez que je retrouve aussi. Hop là. Pour le dire vite et un peu grossièrement, mais vous pouvez à peu près avoir en tête de manière schématique trois typologies de structures qui peuvent répondre à des marchés de fourniture de denrées alimentaires, de trois en tout cas typologies de structures de l'ESS. Les premières seraient des structures, notamment d'agriculture urbaine, très locales, qui sont, grosso modo, si vous prenez Carteco et vous filtrez sur l'alimentation, à peu près toutes les structures sont intéressées pour travailler avec les marchés publics, mais elles ne sont pas toutes en capacité de le faire en l'état. Ça demande soit un regard spécifique de l'acheteur, soit des dynamiques d'accompagnement ou de travail en coopération. Et du coup, ces projets très locaux d'agriculture urbaine, ben, en fait, sont en capacité de travailler avec les marchés publics et de fournir la restauration collective, mais pas entièrement. Ça va demander, en fait, enfin, il faut bien avoir en tête que ça va être un approvisionnement pas forcément marginal, mais en tout cas sur un établissement scolaire et qui fournira pas l'ensemble des denrées, notamment parce que des fois, il peut y avoir des enjeux de transformation aussi auxquels elles ne peuvent pas être en capacité de répondre.
Par contre, ça a un fort intérêt, c'est qu'on est sur de l'ultra local. C'est-à-dire que ça va être le jardin partagé de la ville qui va venir fournir l'école qui est juste à côté. Donc c'est parfois des produits qui coûtent un peu plus cher à produire, puisque ben, justement, en fait, il y a moins d'économies d'échelle. Par contre, ce coût est rattrapé sur les enjeux de logistique, puisque du coup, on est vraiment sur l'ultra local avec aucun enjeu logistique, avec des produits qui des fois sont cueillis le matin même et mangés le midi. Et justement, ça permet aussi de réduire le coût sur un deuxième point, qui est en fait la lutte contre le gaspillage alimentaire, parce qu'il s'agit de produits généralement de meilleure qualité, avec plus de goût, qui peuvent être plus appréciés du coup des usagers de la restauration collective, et qui du coup vont tout simplement moins gaspiller en fait. Et donc ça peut être une vraie solution pour venir commencer à implanter en fait des productions, notamment issues de l'agriculture biologique, d'agriculture urbaine, et menées par des structures de l'ESS qui parfois font de l'insertion professionnelle. Mais voilà, il y a cet enjeu-là de volume qui est quand même existant. Le deuxième modèle un peu type, ça serait des structures du coup plutôt de grande couronne, des fermes plus grosses en capacité de fournir un établissement scolaire entièrement, voire même plusieurs, mais qui par contre vont avoir des enjeux quant à elles de logistique. C'est-à-dire que des fois, ils vont devoir s'équiper et s'outiller au niveau de la logistique pour pouvoir en fait faire des tournées d'approvisionnement. Donc voilà, c'est aussi des choses en tête, mais c'est des acteurs qui peuvent être intéressants d'aller rencontrer, de voir un peu leur production si ça permet de correspondre et de travailler avec elles des enjeux logistiques, ou en tout cas qu'elles aient ça en tête pour qu'elles puissent y réfléchir dans leur développement. Mais voilà, ça va être ça le point de vigilance. Et le troisième point, qui permet justement un peu de pallier ces différents enjeux, c'est la mutualisation, où les structures de l'ASS ont une vraie bonne culture de ces dynamiques-là. Et là-dessus, je voulais vous faire deux retours d'expérience. Le premier est à connaître, et d'ailleurs vous connaissez sûrement déjà, c'est la coopérative Bio d'Île-de-France, qui permet justement en fait, de mutualiser les approvisionnements et en fait de centraliser les achats. Vous achetez à la coopérative Bio d'Île-de-France, eux-mêmes achètent aux producteurs, ESS notamment, mais pas uniquement, en tout cas les producteurs locaux et engagés. Et ensuite, ça vous permet du coup d'avoir un interlocuteur unique qui lui-même a centralisé les différents achats, la logistique, et qui permet en fait d'avoir cette solution pour la restauration collective. C'est 60% de leurs produits qui vont vers la restauration collective, d'autres vont plus vers des magasins spécialisés. Petit point sur la forme juridique, parce qu'en plus c'est un point qui va revenir. Ils sont en SIC, donc Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Donc c'est une coopérative, mais c'est une coopérative auquel les collectivités peuvent adhérer. Ça permet en fait d'avoir cette gouvernance partagée, cette vraie dynamique de coopération, et en fait aux différentes parties prenantes de vraiment prendre part aux dynamiques qui peuvent exister mutuellement. Et c'est une très grosse structure en Ile-de-France. Là, vous pouvez voir les chiffres clés. De toute façon, on vous partagera les fiches qui ont été réalisées avec l'ADEME et qui permettent d'avoir un peu des retours d'expérience. Mais on est entre plus de 7 millions de chiffres d'affaires, beaucoup de producteurs qui sont référencés, de plus en plus d'ailleurs, et aussi beaucoup de livraisons qui sont réalisées. L'un des autres leviers aussi, c'est justement, je l'avais un peu évoqué, cet enjeu de transformateurs qui parfois sont manquants sur les territoires. Grâce à cette action de mutualisation, c'est possible, ils ont une légumerie et du coup, ça permet d'élargir la gamme de produits proposés et de proposer aussi du coup aux structures, des fois, qui n'en ont pas, une solution de transformation. Avec évidemment ce fort ancrage au territoire, ce lien au territoire très fort et cette gouvernance qui est partagée entre producteurs, distributeurs et collectivités. Euh, voilà, et après l'enjeu pour leur développement, c'est justement le nombre de terres. Alors pareil, si c'est un sujet qui vous intéresse, on a d'autres ressources sur notre site qu'on pourra vous partager, mais je pense que c'est plus un autre sujet connexe qui peut être intéressant aussi à avoir en tête. Voilà pour ce premier retour d'expérience. Et le deuxième que je voulais vous faire, je vais plutôt partager comme ça. Pareil, c'est peut-être une initiative dont vous avez entendu parler, c'est la SIC, donc toujours pareil, une société coopérative, et ça a encore plus de sens ici pour les collectivités. Nourrir l'avenir, qui a notamment accompagné la ville de Romainville à passer leur alimentation, une cantine scolaire, en 100% bio local. Alors, 100% bio, 50% local en Ile-de-France, parce que justement, ça pouvait manquer d'approvisionnement très, très, très local, très francilien. Mais dans l'idée, en tout cas, leur proposition de valeur, c'est 100% bio local et c'est quelque chose qu'ils ont totalement été en capacité de faire sur des territoires moins urbains. L'initiative, en fait, elle est née d'un collectif de parents d'élèves
qui souhaitait justement mettre à porter politiquement ce sujet du manger bien pour les municipales. Et du coup, ça a été l'un des engagements de la nouvelle municipalité lorsqu'elle a été élue. Et en fait, ce projet, c'est vraiment un projet d'accompagnement, mais qui permet de balayer l'ensemble de la chaîne de valeur et qui permet d'illustrer en fait comment on passe d'une restauration en cuisine centrale en liaison froide à une restauration 100% bio locale pour moins cher que c'était de base. Du coup, l'idée, c'était que Nourrir l'Avenir accompagne la ville d'un point de vue conseil justement sur une étude de faisabilité et après sur un accompagnement aux différents enjeux qui permettent d'accéder à ce type de proposition. Donc, en fait, ça a été tout un accompagnement sur notamment l'aspect RH, comment on recalibre l'organisation, comment on forme aussi les cuisiniers pour qu'en fait, ils se réapproprient la cuisine, puisqu'en fait, souvent en cuisine centrale, ils ne cuisinent pas, ils sont plus là à passer les repas barquettes, sur les menus, l'élaboration des menus, et qui a été un enjeu clé justement pour réduire le coût des repas, puisqu'en fait, les repas, du coup, pareil, deux leviers pour réduire les coûts des repas. Ça a notamment été la végétalisation des menus, ce qui a permis de réduire leur coût, puisqu'on avait moins de produits d'origine animaux qui peuvent coûter cher, et la lutte contre le gaspillage alimentaire, puisque les produits sont de meilleure qualité, les menus bien pensés. En fait, les enfants, pour le dire comme ça, se régalent, et du coup, il y a eu beaucoup, beaucoup moins de gaspillage alimentaire. Ça a vraiment permis de penser ça et de réduire les coûts. Et du coup, voilà, la prestation, c'était vraiment un enjeu de formation, de travail sur les menus, d'accompagnement, et notamment d'accompagnement aussi aux achats, à la rédaction des marchés publics qui permettront en fait aux structures fournisseuses de se positionner et d'y répondre, parce que ça demande justement un regard un peu particulier. Et ça a été un accompagnement tout du long. Euh, voilà, et c'est une étape. Alors, ça demande aussi des investissements côté collectivité, notamment pour s'équiper en cuisine. Il y a des équipements qu'ils n'avaient pas, parce qu'ils étaient en cuisine centrale auparavant. Mais au global, la chose à retenir notamment, c'est qu'en fait, de passer en 100% bio local, ça a réduit les coûts de l'action. Et en fait, l'action est autofinancée via les économies qui sont réalisées. Ça demande des premiers investissements. Vous avez le détail des chiffres dans la fiche. Mais ensuite, les frais sont réduits. Ça permet un peu de financer comme ça. On est notamment passé du coup de coût repas à 7,35 € pour la lésion froide, à 6,38 €. Vous avez le détail dans les coûts de fonctionnement. Mais ce qui a été réduit, c'est un peu ce que je vous disais sur le gaspillage alimentaire et sur les menus qui ont été repensés. Et ça a eu beaucoup aussi d'autres effets, outre du coup le fait de nourrir efficacement et bien des enfants qui mangeaient à la restauration collective. Ça a eu aussi beaucoup d'effets du point de vue travail en fait des cuisiniers qui ont repris beaucoup plus de sens à leur travail, qui ont été formés, qui se sont mis à cuisiner, qui ont eu beaucoup plus de plaisir à ce niveau-là du coup, qui font des menus différents de saisonnalité avec des produits locaux. Et qui sont passés en fait de cuisine centrale à être au contact des enfants, ce qui fait aussi en fait de la sensibilisation. C'est des effets un peu induits, mais où du coup on retrouve des enfants qui échangent avec les cuisiniers, qui parlent des repas, qui ont des retours en direct, et cet aspect-là du coup sensibilisation qui se fait du fait de remettre la cuisine dans la restauration collective directement, et cette sensibilisation voilà au bien manger et à l'alimentation et à l'environnement. Donc là, c'était une expérimentation, et puis l'idée ensuite, c'est de déployer l'expérimentation à d'autres cantines. Mais voilà, sachez que Nourrir l'Avenir, du coup, sont totalement ouverts à travailler avec d'autres collectivités pour mettre en place ce type de démarche. Vous avez ici les leviers, les freins. L'un des gros leviers, mais qu'on retrouve dans l'ensemble des projets portés avec le SS, c'est le portage politique et cette ambition politique, du coup, de mettre en place le projet. Quand bien même, on peut voir qu'en fait, il permet de réduire les coûts, mais ça demande ce temps de travail ensemble. Et puis la coopération entre les différents acteurs, et puis notamment en fait de penser le projet de manière globale. On l'a vu avec un peu les illustrations de l'affiche, mais ça n'a pas juste été un sujet d'approvisionnement, ça a été un sujet global qui a repensé l'ensemble en fait de l'activité de la chaîne de valeur. Voilà pour ma part. Merci beaucoup, Lucas. Très intéressant. Nous, après, on aime beaucoup Carteco, mais on est ravis que tu aies pu présenter à nouveau cet outil. Et merci aussi beaucoup pour les retours d'expérience. Donc, on vous partagera le support
qui vous a été présenté par Lucas, le nôtre, ainsi que les fiches de retour d'expérience d'ici demain, je pense. Comme ça, on vous enverra aussi la fiche sur les denrées alimentaires qui a créé l'opportunité de faire ce webinaire. On a vu une question dans le chat, donc on a répondu au fur et à mesure. N'hésitez pas s'il nous manque, si on n'a pas répondu à tout. On sait cependant qu'il y a une réponse une question à laquelle on n'a pas encore apporté de réponse. Donc, une personne nous demande, par rapport au plaidoyer européen visant à intégrer le circuit court et les acteurs locaux dans la commande publique pour des systèmes alimentaires plus durables, si on a des infos sur le sujet. Donc, je vais laisser Laura Marsal, notre juriste, vous proposer des éléments de réponse. Alors oui, il faut savoir que tout ce qui est circuit court, c'est une question qui est très prégnante, notamment dans tout ce qui est alimentaire. Mais il faut savoir que la France, elle, pour l'instant, prend plutôt l'option en fait de favoriser le localisme, notamment avec la récente loi de simplification de la vie économique qui a été votée à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais qui n'a pas été encore promulguée. Mais il faut savoir qu'au sein de cette loi, le localisme est inscrit et un nouvel article spécifique va venir s'ajouter au Code de la commande publique et cet article permettra de faire du localisme. La partie alimentaire n'est pas visée, donc le localisme pourra se faire sur tout type de domaine, notamment aussi sur de la denrée alimentaire. Donc voilà, c'est davantage le localisme qui est favorisé dans ce cadre-là. Notamment, il est évoqué en fait de réserver une partie de ce localisme en fait à des entreprises locales selon le secteur du marché en question. En sachant que pour l'instant, ça c'est pas en vigueur. C'est ça, oui. La loi a été votée, on attend qu'elle soit promulguée et une fois qu'elle sera promulguée, la mesure sera applicable et pourra être utilisée au sein de vos marchés. Super, merci Laura. Et pour compléter, pour l'instant, on va éviter de faire du localisme pur et dur, de l'écrire noir sur blanc. Comme le disait Christiana, il est en termes environnemental stricts, il n'est pas forcément intéressant de privilégier le local. Si jamais, finalement, en privilégiant des opérateurs locaux, vous privilégiez des exploitations qui vont utiliser des intrants chimiques de synthèse qui vont entraîner, entre autres, des pollutions, de la perte de biodiversité, contribuer au changement climatique, etc. Mais, bien sûr, on sait qu'il est important de participer à la structuration des filières, que beaucoup de collectivités souhaitent participer d'un point de vue économique, d'un point de vue social, et puis c'est aussi en participant à tout ça qu'on va aider les producteurs locaux à s'engager dans des pratiques un peu plus durables. Donc, ça peut s'entendre. Quoi qu'il en soit, l'article phare, dès qu'on parle d'alimentation, l'article L230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime indique qu'on peut faire du circuit court. Alors, il n'est pas écrit circuit court, c'est ce que vous a dit Christiana tout à l'heure, on parle d'approvisionnement direct pour les produits alimentaires ou produits agricoles, je ne sais plus exactement comment c'est écrit. Et on peut aussi, via cet article, en s'appuyant sur cet article, privilégier les produits qui sont issus de projets alimentaires territoriaux. Les projets alimentaires territoriaux, ça va être, comme son nom l'indique, des projets qui sont vraiment ancrés dans le territoire, qui visent à mettre différentes parties prenantes autour de la table pour une production agricole durable. Par contre, il n'est pas indiqué dans cet article si on peut privilégier un projet alimentaire local, vraiment, parce que projet alimentaire territorial, oui, mais ça peut être, quand on est en Île-de-France, privilégier des produits issus d'un PAT d'Occitanie. Donc, à voir comment est-ce que vous souhaitez le rédiger. Et c'est vraiment ça aussi le cœur de la question, c'est la rédaction du marché qui se fait en connaissant le milieu fournisseur et ses capacités. Et ce qu'on peut vous conseiller, c'est notamment de vous rapprocher d'une chambre d'agriculture qui a des informations sur la structure du territoire et qui a connaissance de projets qui sont en train d'émerger et qui ont besoin peut-être aussi de sécurité par rapport à des collectivités qui peuvent donner un coup de main. Donc, plutôt que d'aller interroger tout le monde un par un, la chambre d'agriculture peut aussi être une piste pour vous, pour réussir à avoir des produits durables et éventuellement locaux. En complément du webinaire et de la fiche qui sera très bientôt disponible, je vais vous présenter quelques outils et ressources qui sont d'ores et déjà disponibles
et sur lesquels vous pourrez vous baser. Bien évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, pardon, mais c'est quelques pistes de guides, de fiches sur lesquelles vous pouvez vous baser. Donc, en premier lieu, on a le guide pratique pour un approvisionnement durable et de qualité qui a été publié par le Conseil national de restauration collective. On a également un guide de l'ADEME sur tout comprendre sur l'alimentation durable. On a également des fiches qui sont publiées par le GP Maximilien dans le cadre du guichet vert. Donc, une fiche qui porte sur l'alimentation et les biodéchets. Donc, c'est un précédent webinaire. Donc, le replay de ce webinaire et le support sont disponibles sur le site du GP Maximilien. Donc, bien évidemment, le GP publie beaucoup de ressources sur l'alimentation durable, sur les fiches environnementales, tout simplement. Donc, vous pouvez les retrouver sur le site ou également sur le LinkedIn, le compte LinkedIn du GP Maximilien. Donc, n'hésitez pas à suivre et à vous référer à ces fiches quand vous en aurez besoin. Donc, pour aller plus loin sur les thèmes un peu plus connexes, il y a également des fiches publiées par la Direction des achats de l'État, donc la DAE, donc une fiche outil notamment pour des achats éco-responsables, donc qui va porter sur les marchés mobilisant des prestations de transport et de livraison. Donc, comme vous avez pu le comprendre, les activités de transport et de livraison sont également prises en compte dans les denrées alimentaires. Donc, pour aller plus loin, vous pouvez vous baser sur ces fiches-là. Et également une autre fiche outil donc pour des achats éco-responsables également, qui va porter sur la prestation de traiteur. Donc, c'est des fiches connexes sur lesquelles vous pouvez d'ores et déjà vous baser. Je vous présente également l'agenda du GIP, donc les prochains événements qui arrivent. Donc, on a les rencontres acheteurs. Donc, le précédent portait sur le Spazer. Donc, les rencontres acheteurs, c'est en fait le GIP qui va vous fournir un espace donc, pour les acheteurs afin qu'ils viennent discuter entre eux sur un thème qui sera fixé en amont. Donc, pour l'instant, le thème prochain n'a pas encore été fixé. Donc, n'hésitez pas non plus à donner des pistes de thèmes que vous aimeriez que soient abordés du coup, lors de ces rencontres-là. Et donc, une date sera prochainement fixée. Donc, tenez-vous également informés sur le site du GIP Maximilien, sur le LinkedIn du GIP Maximilien. Il y a également la fresque des achats publics durables, donc précédemment présentée par Annelle Mazin. Donc, on a 3 dates qui sont déjà établies, notamment le jeudi 18 septembre 2025, de 9h à 11h30, le mardi 14 octobre de 14h à 16h30 et le mardi 4 novembre de 14h à 16h30. Donc, sur le site ici du GP Maximilien, au 8 boulevard Victor Hugo, à Saint-Ouen-sur-Seine. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire lors de ces événements-là et à venir nous voir. Donc, je vous laisse la parole. Si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas à les poser. Il y a une main levée. Vous pouvez allumer votre micro et poser la question si vous le souhaitez. On ne vous entend pas. Et Monsieur Teddy Bapin, on ne vous entend pas. Effectivement, on ne vous entend pas. Donc, n'hésitez pas peut-être à nous écrire dans le chat pour qu'on puisse répondre éventuellement à votre question. Bon, voilà, parfait, par écrit. En attendant, je vous rappelle que donc, les fiches des conseils guichets-verts sont disponibles sur notre site internet. Je vous ai mis le lien dans le chat, ainsi que le lien vers notre page LinkedIn pour accéder de manière générale à nos ressources et aussi à nos futurs événements, mais aussi aux événements de nos partenaires que nous relayons régulièrement, et un formulaire pour vous inscrire à une session de fresques parmi les dates qui vous ont été présentées par Christiana. N'hésitez pas aussi, comme le disait Christiana, si vous avez des pistes, des sujets qui vous intéressent particulièrement, qu'on pourrait aborder lors de notre prochaine rencontre acheteurs. Donc ça, c'est des événements qu'on organise en présentiel, donc pour les franciliens, a priori. Et du coup, voilà, s'il y a des questions, s'il y a des sujets sur lesquels vous vous sentez un peu seul et que vous avez envie de discuter avec vos pairs, n'hésitez pas à nous en faire part.
Ok, alors on voit votre question, Monsieur Bapin, donc par rapport au SPASER. Donc le SPASER, c'est le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, qui est un document dont l'adoption est obligatoire pour certains acheteurs publics. Et donc, ça va dépendre du montant, de votre volume d'achat annuel. Donc, le seuil est fixé à 50 millions d'euros hors taxe. Si vous êtes au-dessus, vous avez l'obligation d'adopter un SPASER. Donc, après aussi, tout dépend, à moins que Laura dis-moi, c'est bien toutes les structures soumises au code de la commande publique maintenant, oui, qui doivent adopter un SPASER, c'est ça. Et puis, si vous souhaitez en savoir plus, on peut vous proposer un temps d'échange pour vous présenter tous nos services. Comme ça, vous pourrez nous poser vos questions, on pourra s'entendre et ce sera peut-être plus confortable quand même. Je vais couper l'enregistrement parce que je pense qu'on a terminé.